Bonjour à tous. Comme promis, jeudi dernier, nous nous retrouvons aujourd'hui donc pour évoquer ce qu'il faut attendre du prochain président de la République, celui qui sera élu au terme de la consultation du 12 avril prochain sur les plans social et santé. Les propositions foisonnent actuellement à travers les projets de société des deux candidats. Avant de parler justement de leur idée jeudi prochain, notamment à travers ce qu'ils proposent dans leur projet de société, nous allons voir ce qu'on pourrait attendre ou améliorer de ce qui a été fait au profit des Béninois depuis 2016 précisément. Alexis Kalonsoke, bonjour. Bonjour Tanguy. On va donc évoquer ces deux sujets-là, le plan social et le plan santé de la gouvernance talent et ce qu'il faut attendre du prochain président de la République. On va commencer par le volet social notamment. Et quand on dit social dans le contexte actuel du Bénin, ça fait dresser les cheveux sur la tête des uns parce que le sujet laisse certains partager. Déjà même à partir, je dois dire, de la définition même de ce que c'est que le social. Ça a été un gros débat pendant des mois et des mois. Pour vous, le social, c'est quoi? Comment vous concevez justement l'action sociale de la gouvernance d'un régime? Alors pour moi, la gouvernance sociale, c'est tout ce que le gouvernement met en œuvre pour faciliter l'exercice de l'emploi de chacun des citoyens, pour faciliter la vie en sorte à chaque citoyen, de façon à ce qu'en travaillant, le citoyen puisse se suffire par son travail. Et vous arrivez à comprendre pourquoi est-ce que les gens ne s'accordent pas justement avec la façon dont Patrice Talon justement conçoit, lui, son social? Oui, moi, je pense qu'on avait déjà abordé cette question au cours de cette émission et je vous avais dit que, à mon sens, le social que les Béninois dans leur ensemble continuent d'attendre, c'est le social à la façon du socialisme des années kérékouistes. Le social qui permet que l'État règle tous les problèmes des citoyens, même si les citoyens restent assis dans leur maison. Ici, il ne s'agit pas du tout de cela. Il s'agit de créer les conditions pour que les citoyens, en travaillant, puissent bénéficier du fruit de leur travail et en vivre décemment. Est-ce qu'on n'a pas, est-ce qu'il ne faut pas comprendre leur appréhension du social, du fait que de plus en plus, en tout cas les services, notamment de l'État, sont un peu plus coûteux qu'hier, par exemple? Oui, c'est vrai que, par exemple, lorsqu'on considère qu'il y a des maladies qui nécessitent beaucoup d'argent pour être traitées, on ne peut pas comprendre que l'État s'en désintéresse complètement et laisse les citoyens se débrouiller comme ils peuvent. C'est pour ça que, oui, vous avez raison, sur certains aspects, en tout cas, de la vie, l'État doit aller au-delà de la conception du libéralisme économique et considérer que, bon, nous ne sommes pas encore tout à fait guéris de notre mentalité socialiste et que, oui, il y a un effort à faire pendant un temps, en tout cas, avant que le citoyen comprenne que l'État n'est pas pourvoyeur de tous les biens. Talon a-t-il eu un régime social? Non. Ah oui? Non, dans le sens du socialisme kérékouiste. Mais oui, dans le sens du social qui permet à chaque citoyen de bénéficier des retombées de l'action de l'État. L'État qui construit des routes, l'État qui facilite la production, l'État qui nous permet d'avoir des infrastructures de santé, administratives et tout ça, l'État qui nous permet d'avoir un environnement dématérialisé, qui nous permet d'aller très vite. Voilà, ces choses-là permettent effectivement de toucher directement au quotidien des citoyens, parce qu'on ne le réalise pas toujours. Mais il y avait des gens qui habitaient, par exemple, des quartiers de Cotonou où il fallait aller chez le mécanicien vraiment presque tous les mois. Et ça, ils ne se plaignaient de ça à personne. Tout simplement parce qu'ils estimaient que c'est leur moto et qu'ils avaient l'obligation de la réparer. Aujourd'hui, ils ne font plus autant de réparations et ça les fait gagner de l'argent. Mais ils ne réalisent pas non plus, pour la simple raison qu'ils considèrent que personne ne leur fait cadeau et donc que c'est eux qui entretiennent bien leur moto. Vous voyez, donc ces choses-là peuvent constituer des petits malentendus qui font que le citoyen profite du social sans vraiment se rendre compte qu'il en profite. Oui, mais du point de vue économique, est-ce que cette façon de faire le social ne pose pas un problème? On l'a dit tout à l'heure, c'est parce qu'on va
régulièrement chez le mécanicien, que la famille du mécanicien arrive à manger aussi. Et effectivement, moi je considère que le travail, tel qu'organisé aujourd'hui, n'est pas mal. Ah ouais? Mais on peut aller encore plus loin. C'est-à-dire que on peut sortir du carcan des salaires. Comme ça se fait dans certains pays, on peut permettre aux citoyens de décider de ce qu'ils gagnent, effectivement, au cours d'un mois. Ça veut dire que lorsque vous donnez travail à un citoyen, que vous dites, je vous donne 60 000 francs tous les mois, et que quelle que soit la masse de travail que ce citoyen accomplit, il ne gagne rien de plus que les 60 000, il y a un moment où il commence à se dire, à quoi bon me fatiguer dans la routine qui me permet de gagner que 60 000. Alors que dans la même entreprise, si vous permettez aux citoyens en lui disant, bon, on te paye par heure, et désormais tu as 200 francs de l'heure, même si c'est un forfait, 200 francs de l'heure, et que le citoyen sait que s'il travaille 10 heures, ça lui fait 2000 francs, il s'organisera pour gagner autant d'argent qu'il veut dans la journée. Ça signifie que quand nous voyons nos frères qui creusent en souffrant énormément pour créer des caniveaux et pour ouvrir des brèches, quand nous les voyons âner et souffrir comme ça, ils seraient plus motivés, par exemple, en sachant que par heure de travail, ils ont un montant incitatif à gagner. Et ça permet que le citoyen, au lieu de se plafonner à 60 000 francs par mois, travaille vraiment avec acharnement pour gagner peut-être 120 000, peut-être 150 000 francs dans les mêmes conditions de travail. D'accord? Donc, je pense que c'est ça qui nous manque à partir du moment où on a décidé de précariser le travail pour que des industries s'installent. Il faut, à côté, ouvrir la possibilité que les citoyens, dans ces mêmes usines, puissent gagner autant d'argent qu'ils le souhaitent, comme dans des pays où il y a des séquences de 8 heures. Mais vous pouvez sortir d'un travail, d'une séquence de 8 heures, et entrer dans une autre séquence de 8 heures dans la même journée. C'est comme ça dans les pays où on travaille vraiment, où le pays se développe à partir du travail, c'est comme ça. On ne peut pas, dans la routine du salariat, continuer de dire voilà ce que vous gagnez à la fin la du mois. longue, on va pas entrer dans une sorte d'esclavagisation du travailleur, mais aussi dans une sorte de robotisation de l'individu, qui sera désormais en train de courir après les heures de travail, d'être en train de se faire pourchasser justement par la recherche du gain au cours de la journée. C'est une option. C'est une option de faire travailler le maximum de personnes pendant le maximum d'heures. Nous avons aujourd'hui des usines qui, à partir d'une certaine heure, ferment et tout le monde rentre. Et donc, c'est pas normal. ah oui? Ce n'est pas Pourquoi c'est pas normal? Parce qu'il faut un renouvellement des travailleurs toutes les 8 heures ou toutes les 24 ou toutes les 16 heures. C'est là l'employeur de voir. Mais il faut un renouvellement. Mais il ne faut pas fermer l'usine. Cela Il rappelle faut que les gens travaillent. Vous voyez, quand vous allez par exemple dans un pays comme la France, il y a des syndicats qui disent, bon, voilà le nombre d'heures que vous faites dans la journée. Ceci, mais aux États-Unis, vous ne verrez pas ça. Aux États-Unis, vous travaillez autant que vous pouvez pour gagner autant d'argent que vous pouvez. Et ce n'est pas par hasard que ce pays-là est devenu la première puissance du monde. C'est parce que le travail est la seule façon de faire grandir un pays. Donc, nous ne pouvons pas, nous autres, pour l'instant, nous complaire dans le salariat en disant, bon, on fait un minimum, et puis bon, on a l'argent à la fin du mois. Et puis, résultat ou pas résultat, on a quand même le salaire. Ouais. Il faut régler tous ces problèmes-là en ouvrant la perspective pour le travailleur de gagner de l'argent par heure et de rentrer peut-être dans la journée avec son argent ou peut-être dans la semaine avec son argent. Et ça l'incite à faire davantage et il parle moins de social parce qu'il sait que ce qu'il gagne est ce qu'il a envie de faire de sa vie dépend de sa capacité de travail et de son rythme de travail. Mais le capitalisme sauvage a de beaux jours devant lui à cette allure et l'uniformisation du monde aussi. Oui. Et comme je vous dis, nous avons tout à bâtir. Nous ne pouvons pas copier le modèle des gens qui sont déjà repus et qui décident du nombre d'heures de travail qu'ils ont à faire dans la journée. Nous ne pouvons pas copier ce modèle-là.
le modèle que nous avons à copier, c'est celui des générations qui, avant, dans les pays occidentaux, avaient travaillé véritablement en s'esclavagisant eux-mêmes. Nous sommes encore à cette étape-là, nous autres. Nous ne pouvons pas encore entrer dans le confort du travail qui paye un salaire et puis bon, on met un costume, on va s'asseoir dans un bureau. Si vous avez un dossier à traiter, c'est bon. Si vous n'en avez pas, tant pis. À la fin du mois, de toute façon, vous avez votre salaire. Et que, bon, même si on vous donne 10 dossiers dans la journée et que vous n'en traitez que 2, il n'y a personne pour vous dire que vous ne méritez pas votre salaire. Voilà. Donc, nous devons trouver le moyen de faire en sorte que les citoyens puissent gagner effectivement de l'argent et en jouir à partir du moment où le travail est relativement bien payé. Je crois que personne ne ferait des histoires à un employeur pour dire oui, nous voulons faire la grève. Personne ne ferait ça si le travail était, à mon sens, bien payé et que le travailleur était libre de décider combien il a envie de gagner par jour. Et est-ce que, justement, on ne peut pas dire que le régime de Talon est allé un peu dans ce sens avec son projet de réforme des horaires de travail, notamment dans l'administration publique, même si cela a montré quelques difficultés? Oui, bon, on peut dire que dans l'administration, les choses ne peuvent pas fondamentalement changer, parce que c'est l'administration. Encore que dans certains pays, l'administration est ouverte même la nuit. Parce que chaque pays choisit le rythme auquel il fait croître son développement. Il y a des pays où, la nuit, vous pouvez aller tranquillement faire des formalités administratives. Ici, nous avons décidé de suivre l'exemple de ceux qui nous ont colonisés. Et donc, bon, ça ne peut pas changer pour l'instant. Parce que l'administration ne peut pas permettre à chaque travailleur de choisir son rythme de travail et son heure de travail. Je parle surtout pour ce qui concerne le secteur privé, où la force du travail est, on va dire, la valeur première pour gagner de l'argent. Si quelqu'un travaille beaucoup, ça doit se ressentir sur son salaire. Si quelqu'un travaille moins, ça doit se ressentir sur son salaire. Parce que l'employeur est en mesure d'apprécier la qualité et la quantité de travail accompli et il paye en conséquence. Et c'est le travailleur qui, à partir de bases bien établies, décide en sortant de chez lui, aujourd'hui, je vais travailler 16 heures avant de rentrer. Et à partir de ce moment, quand il travaille à ce rythme-là pendant un certain nombre d'années, il n'a même pas le temps de s'occuper de ceux qui sont en grève, parce que lui, il sait qu'il a son destin en main et qu'il gagne l'argent qu'il faut. Sauf qu'il faut faire en sorte que, quand même, quand on dit des tranches d'heures payées, que cette tranche d'heure-là soit payée au juste prix, vraiment, en tout cas à un prix qui ne soit pas un prix de misère. Mais alors, comment on implémente justement cette expérience-là, surtout dans un contexte où, ma foi, le boulot n'existe pas? D'accord, parce qu'il n'y a pas un environnement industriel et économique qui favorise justement l'explosion et la diversité du boulot, etc. Et surtout que quand on va accélérer comme ça le rythme de production de travail, cela va forcément nous laisser sur les bras d'énormes quantités de produits à vendre et vers où on va les vendre. Ça fait beaucoup de choses qu'il faut à la fois coordonner pour arriver à cette expérience à laquelle vous appelez. Je suis tout à fait d'accord avec vous et je vous dirais que quand vous responsabilisez quelqu'un pour écouler 2 tonnes de produits, oui, il prend les dispositions pour écouler les 2 tonnes de produits. Mais quand vous le responsabilisez pour en écouler 20, il prend aussi des dispositions pour en écouler 20. Donc, ce n'est pas qu'il n'y a pas de débouché. C'est simplement que comme on n'a pas vraiment beaucoup de produits, on se dit, bon, sur le marché, nous ne sommes pas connus. Sur le marché, nous ne fournissons pas grand-chose. Donc, voilà, c'est la raison pour laquelle vous verrez que nous n'avons pas voix au chapitre lorsqu'il s'agit d'exportation. Mais si nous avons des produits, que ces produits sont compétitifs, quelle que soit leur quantité, nous trouverons toujours où les vendre. Donc, c'est vrai, il faut tout un écosystème pour organiser le travail de cette façon-là. Mais je pense qu'il faut aller vers cet écosystème qui met tout le monde à l'aise et qui permet aux citoyens de décider de s'épanouir à son rythme et à son niveau. Un autre préalable aussi, le système éducatif tel qu'il forme les jeunes ne les prépare pas justement à être disponibles pour aller travailler ici 2 heures de temps, aller travailler là-bas 4 heures de temps et à songer à se construire par lui-même sa carrière et sa vie. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est tout un écosystème, comme on le disait tantôt. Donc, il faut que l'éducation aussi tienne compte des emplois possibles qui sont disponibles et qui peuvent inciter le citoyen à se mettre au travail sans attendre que quelque
ce soit lui donne du travail, parce que ce que je vous dis là, si c'était appliqué, vous verrez que dans le secteur privé, les gens seraient beaucoup plus riches que ceux qui vont s'asseoir dans un bureau de l'administration qui ont l'obligation de voler avant d'avoir de l'argent. Donc, si vous êtes dans le secteur privé et que vous travaillez à fond, vous devez pouvoir gagner beaucoup plus d'argent que celui qui est dans l'administration. Et quand vous voyez les deux candidats qui sont en lice, leur profil, vous pensez véritablement qu'on peut passer ces caps-là pour les 7 prochaines années? Ce n'est pas impossible, il suffit juste de le vouloir. À mon sens, il suffit juste de le vouloir. Parce qu'il s'agit simplement de mettre en place un dispositif de cette nature-là. On a déjà Glo Digbé, par exemple. Glo Digbé, où beaucoup de gens pensent qu'il y a de l'esclavage. Pour la simple raison que la masse d'heures... On a beaucoup de retours... la masse d'heures de travail ne permet pas de payer un salaire conséquent. C'est ça, en réalité. Donc, il faut peut-être que l'employé travaille beaucoup plus pour gagner beaucoup plus d'argent. Si c'est 60 000 francs qu'il gagne par mois et que c'est fractionné sur le nombre de jours qu'il y a dans le mois, le nombre de jours qu'il travaille dans le mois, on peut, à partir de la fraction d'heures, décider que, bon, il fait le double peut-être dans la journée, s'il veut. Il y a des gens qui seraient très heureux d'avoir cette opportunité. Il y a beaucoup de jeunes qui seraient très, très heureux d'avoir cette opportunité-là et de s'investir à fond dans leur travail pour s'épanouir dès les 10 premières années de leur vie professionnelle. Donc, il faut effectivement, à partir de maintenant, que les candidats peut-être déjà commencent par réfléchir à la façon dont on peut passer à cette étape-là qui, à mon sens, évite qu'il y ait des grèves tous les matins parce que, justement, les préoccupations ne seront plus jamais les mêmes puisque chaque travailleur a son destin en main et a le devoir de faire en sorte de gagner ce qu'il faut pour s'épanouir et non pas attendre des revendications salariales. Et même si c'était ça, ça ne serait même pas uniformisé pour la simple raison que dans chaque secteur, il y a peut-être des diversités. Il y a un rôle de régulation que l'État a à faire aussi, notamment pour ce qu'on doit payer aux travailleurs qui ont envie de travailler à ce rythme-là et ce que les patrons aussi font pour offrir des conditions de travail qui respectent l'humain, qui respectent, je dois dire, les droits du citoyen. C'est aussi. sur la masse que l'employeur gagne qu'il programme les charges. Et si l'employeur gagne beaucoup d'argent parce que les employés travaillent beaucoup, c'est normal que ça puisse se répercuter sur les charges et sur les avantages qu'on donne aux travailleurs. Oui. C'est pour ça que ce système-là nous permet de régler beaucoup de problèmes à mon sens. Celui d'abord du travailleur, mais ça, vous avez raison, l'État doit véritablement veiller à ce que le travail soit payé à un juste prix. Et ensuite, ça règle le problème du chômage. Parce que beaucoup de personnes sont à la maison qui ont des bras, qui ont bien envie de les utiliser, mais qui ne savent pas comment les utiliser. Pourquoi est-ce qu'il faut forcément penser à partager le travail parce qu'il y a beaucoup trop de monde, plutôt que de permettre à ceux qui sont vraiment efficaces, vigoureux et sélectionnés de travailler durablement? J'ai l'impression que la politique est plus de partager le travail plutôt que de permettre à ceux qui sont bien d'avoir un boulot digne et responsable. C'est-à-dire pourquoi les syndicats parlent aujourd'hui de précarisation du travail. Oui, c'est ça que je vous dis. Les pays dans lesquels on parle de précarisation du travail sont les pays dans lesquels tout s'arrête au salaire. Et tout s'arrête aux avantages qui sont liés à l'embauche. Mais lorsque vous êtes un bon travailleur, il ne vient à l'esprit d'aucun employeur de vous mettre en difficulté. Vous n'êtes pas le seul bon. Et quand il y a deux compétences qui sont disponibles et qui sont de réelles compétences et qui se disputent le même poste, ça met l'employeur en bonne position pour négocier au rabais la compétence de ceux qui sont en face de lui. Et ça met l'employé en position d'aller se repositionner quelque part parce qu'il a un parcours et qu'il a un CV à faire valoir et que d'autres ont besoin de son profil ailleurs. En fait, c'est ça. Si vous êtes bon, vous ne pouvez pas chômer. Mais nous avons l'habitude de nous complaire dans la routine. Le problème de l'emploi au Bénin, c'est ça. Nous avons l'habitude de nous complaire dans la routine en pensant que c'est notre présence que l'employeur paye. L'employeur ne paye pas la présence du travailleur. Il paye son travail. Et ce travail, parfois l'employeur se dit, c'est pas du tout les résultats qu'il attend. Et par conséquent, lorsque lui ne gagne pas beaucoup d'argent à travers ce que vous produisez, vous ne pouvez pas prétendre avoir plus d'avantages
alors que l'entreprise ne grandit pas. C'est ça tout le problème que nous avons aujourd'hui. Donc, il faut sortir du salariat, à mon sens, et donner la possibilité aux entreprises de permettre aux travailleurs d'aller à fond et de produire énormément. Et cette production, évidemment, il appartient à l'État de trouver les débouchés pour que nous ayons la possibilité de rentabiliser ce que nous faisons et de transformer nos produits sur place, les exporter. Il y a beaucoup à faire dans ce sens-là parce que nous sommes un pays pratiquement en friche. Il n'y a rien. Donc, il y a tout à construire. Et par conséquent, tant qu'on travaille, et que tant que le travail s'accélère et que les entreprises grandissent, tout va bien. Alors, le social, ce n'est pas que l'emploi, justement. Le social, c'est à la fois aussi l'accès aux produits nécessaires, aux produits de base, à bon coût. Je peux trahir un secret ici que dans les rues, à côté de nous, il y a beaucoup de plaintes, notamment liées au coût de l'essence, liées au coût du ciment, etc. Est-ce qu'on a eu l'impression aujourd'hui que les candidats peuvent s'engager véritablement dans un travail de contrôle, je dois dire, du coût des denrées alimentaires et des services? On a bien l'impression que le Bénin et au-delà du Bénin, les pays africains sont, je dois dire, emballés, sinon ballottés par les fluctuations de l'actualité au-delà du continent. Peut-on dire aujourd'hui que, ma foi, on peut avoir un contrôle sur le coût de la vie? Je pense que là, aujourd'hui, nous avons un parfait contrôle sur le coût de la vie. Ah oui? Parce que sinon, nous serions à un taux d'inflation exponentiel. Ah ouais, malgré ce qu'on a déjà et qui fait se plaindre les populations là. Je pense que s'il n'y avait pas une certaine maîtrise des choses, on serait allé beaucoup plus loin. À un moment d'ailleurs, vous aurez vu qu'on avait déjà commencé par crever le plafond et qu'il a fallu beaucoup d'efforts pour ramener les choses à une juste proportion. Donc je pense que déjà nous sommes dans un système où c'est assez contrôlé. Maintenant, c'est quoi? C'est que nous sommes en bout de chaîne. Nous sommes des consommateurs. Et si nous sommes des consommateurs de ce que les autres produisent, nous ne pouvons pas avoir une emprise sur le coût de ce que les autres produisent. Puisque c'est chez nous qu'ils viennent chercher les produits bruts. C'est chez nous qu'ils viennent chercher le brut à moindre coût. Et lorsqu'ils transforment nos produits, ils nous ramènent le produit fini à un coût 10, 15 fois plus élevé que nous n'aurions vendu ces produits-là nous-mêmes si nous les avions directement produits. Donc, cessons d'être en bout de chaîne. Il faut travailler aussi à ce que nous produisions ce que nous consommons. Et ça, c'est un gros défi. Est-ce que ce n'est pas un difficile slogan qui nous s'arrête qu'à sa prononciation, quand on voit un peu le niveau d'extraversion des habitudes, le niveau de décoloration, je dois dire, des habitudes et des conceptions, des visions? C'est une volonté politique. Ah ouais. On peut décider. Vous avez vu, par exemple, dans un pays, vous avez vu dans un pays voisin, par exemple, à un moment, on a dit plus personne ne s'habille si ce n'est pas avec les tenues nationales. C'est une volonté. Les citoyens peuvent dire non, nous ne sommes pas d'accord, mais bon, c'est une volonté. Et on peut maintenir cette volonté-là jusqu'à ce que, à un moment, les citoyens comprennent. Que ça devienne un réflexe. Ils finissent toujours par comprendre quand c'est fondé, quand c'est de bonnes décisions. Les citoyens finissent toujours par comprendre. Vous voulez dire que nous ne sommes pas capables de produire tout le riz que nous consommons? À partir du moment où nous produisons déjà du riz, nous pouvons produire toute la quantité dont nous avons besoin. Et pourtant, regardez la quantité de riz que nous importons. Nous pouvons produire beaucoup d'aliments que nous sommes obligés d'importer chez nous parce que nous avons beaucoup de terres et que nous ne sommes pas en retard de la technologie de production. Donc, c'est une volonté qu'il faut pour que désormais nous ayons à cœur comme objectif. Et cet objectif doit être même calibré. On doit savoir jusqu'à quelle période. On ne va pas nous robotiser non plus, hein, pour dire on va adopter telles habitudes avec un calendrier précis. Non, mais quand les habitudes sont bonnes, on finit par les prendre. Ce n'est pas nous qui produisons les casques. Mais quand le gouvernement, à un moment, a dit tout le monde doit se débrouiller pour avoir son casque, on s'est quand même débrouillé pour avoir ça. On n'était pas content, on n'était pas d'accord. Mais aujourd'hui, nous comprenons. Et c'est juste parce que nous comprenons que c'est devenu un réflexe. D'accord? Donc, on peut, dans tous les domaines,
prendre ce genre de mesures qui fait que le citoyen, qui au départ ne comprend rien du tout, finit par s'habituer. Le goût est quelque chose auquel on s'habitue. Si nous cessons d'importer le blé et qu'il n'y en a plus du tout, nous allons trouver le moyen de remplacer le blé. Parce que dans notre patrimoine culinaire, il y a ce qu'il faut pour remplacer le blé. Mais nous ne le faisons pas parce qu'il y a des puissances financières qui nous imposent de continuer de Justement, consommer leur blé. c'est là où je parle de la capacité de l'État à faire changer les habitudes. C'est vrai, l'État peut avoir les moyens d'imposer l'habitude à ses concitoyens ou à ses citoyens, mais il y a des forces qui vont au-delà, au-dessus de l'État. Ce n'est pas la volonté politique qui a manqué. Hein. Quand on dit consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons, on l'a connu pendant la Révolution, au lendemain de la conférence nationale aussi, et à l'orée de la démocratie, on l'a connu aussi. Les gouvernements se sont succédés pour nous le chanter, mais c'est resté comme, je dois dire, des refrains qu'on entonne à chaque début de régime, et ça s'est arrêté là. Oui, mais il y a quand même eu des tentatives qui permettent de penser que c'est une chose qui est totalement possible. Vous avez parlé tantôt de la période révolutionnaire, oui, où il y avait des fermes d'État qui ont été mal gérées par la suite, il faut en convenir. Mais l'idée même de ces fermes d'État avait donné à croire que nous étions en mesure, effectivement, de consommer ce que nous produisons et de produire tout ce que nous consommons. C'était tout à fait possible. Et donc, ça permettait aussi de maîtriser les coûts de consommation et de lutter contre ce qu'on appelait les commerçants véreux à l'époque, qui flambaient n'importe comment. Et je pense que ce n'est pas aujourd'hui à l'État de produire. Je pense que ça ne... C'est pas, même dans le système du libéralisme économique, ça ne se conçoit pas, parce que l'État ne fait pas de commerce. Mais l'État peut, à mon sens, permettre aux citoyens de créer des mutuelles d'associations qui ont des superficies importantes à emblaver et qui couvrent le pays de tous les produits dont nous avons besoin pour notre consommation. Si déjà, ne serait-ce que sur le plan alimentaire, nous pouvons nous s'autosuffire jusqu'à commencer par exporter, ça serait déjà un premier pas. Ensuite, on peut progressivement aller vers peut-être les tenues vestimentaires, vers l'ameublement et tout ça. Quand le président Patrice Talon est arrivé, on nous a dit, bon, à partir d'un certain moment, tous les meubles dans l'administration seront des meubles fabriqués sur place, je crois, par des artisans locaux. Oui. Bon, je ne sais pas honnêtement si ça a continué. Ça a continué, on a concédé une marge. C'est ce genre de décision qu'il faut prendre et on peut augmenter cette marge au fur et à mesure jusqu'à arriver à 100% de production locale. Et à partir de ce moment, plus personne ne se tourne vers l'étranger parce que nous avons la technologie pour fabriquer tous les meubles dont nous avons besoin dans notre pays. Vous n'avez rien dit par rapport justement au lobby supra-étatiques qui peuvent contraindre les régimes à aller dans le sens contraire à ce que nous disons. Là, ça va être difficile pour moi de dire quoi que ce soit parce que je ne suis pas à la place des dirigeants pour savoir quelles sont les pressions réelles. Il y a eu beaucoup de pressions et ce n'est pas la volonté qui manque. Notamment, par exemple, le gouvernement de Talon s'est promis, en tout cas à la fin de l'année 2025, mes souvenirs sont précis, d'interdire l'importation des produits carrés congelés. Je suis d'accord avec vous, mais jusqu'à présent, on est resté sur notre fin et la mesure n'est pas devenue effective à ce jour. Pourquoi? On ne saurait le dire, mais encore une fois, c'est ce genre de mesures qu'il faut absolument commencer par prendre et à appliquer effectivement pour que nous puissions retrouver véritablement les réflexes qui nous permettent de consommer ce que nous produisons. Il y a beaucoup d'aspects qu'on peut continuer à aborder, notamment concernant le volet du social, la question de l'éducation par exemple, et du coût d'accès à l'école. C'est une question importante aussi quand on voit un peu ce que disent nos tests, la Constitution qui oblige l'État à scolariser les petits-enfants, notamment jusqu'à un niveau donné, tout au moins. Quel est l'engagement et le niveau d'engagement du citoyen par rapport à ça, justement? On peut en parler aussi, si on a, je crois, 2 ou 3 minutes pour voir un peu si aujourd'hui on a véritablement, l'État a véritablement, je dois dire, les moyens et les coups de franche de dire ce qu'il veut faire de son école aujourd'hui. C'est l'État qui décide de ce qu'il veut.
Je pense qu'il n'y a pas de limite. Ah oui? Et je pense même que... J'ai l'impression que vous faites des efforts pour limiter un peu, je dois dire, l'influence exogène sur les décisions en interne. Oui, mais l'influence exogène, à un moment, il faut bien commencer par sortir de l'influence exogène. Et ça, il n'y a que les dirigeants qui puissent le faire. Ce n'est pas les citoyens. Et il faut, à un moment, et je pense que je crois que ça a commencé à se faire. Parce que, oui, quand Patrice Talon parle, il dit, nous parlons avec les autres en les regardant dans les yeux. Donc, c'est que quelque part, le complexe d'hier qui faisait que nos dirigeants baissaient la tête chaque fois qu'on leur intimait l'ordre de faire comme ci ou de faire comme ça, a déjà commencé par disparaître. La preuve, c'est que, bon, aujourd'hui, Patrice Talon a décidé, par exemple, de construire des lycées techniques. Ce n'est pas encore effectif, mais je considère que ça fait partie de la continuité du programme. Donc, que le ministre Wada, qui va devenir président, probablement, va s'en charger et faire en sorte que nous ayons une école qui forme plus de personnes disponibles à travailler de leurs mains que de personnes qui réfléchissent à philosopher. Bon, mais en sortant même de là, aujourd'hui, nous avons une volonté très affirmée de faire des élèves de priorité. Parce qu'il y a les cantines scolaires qui ont été, on va dire, étendues à un niveau très intéressant aujourd'hui. Je crois que ça va aller encore plus loin dans les années qui suivent. Et déjà, en parlant de social, ça fait partie des points du gouvernement, on va dire, des points de socialisation très importants de la gouvernance de Talon. Les cantines scolaires permettent aux élèves de rester à l'école et de continuer de croître en nombre. C'est très important. Si nous avons les cantines scolaires, les exonérations de frais pour les jeunes filles, et que ces exonérations peuvent se faire au fur et à mesure à une échelle de plus en plus grande jusqu'à ce que l'école devienne entièrement gratuite, ce sera à l'avantage des Béninois et ce sera à l'actif du gouvernement. Parce qu'il faut travailler justement à permettre aux citoyens de scolariser facilement son enfant. Oui, parce que plus c'est difficile pour lui à supporter du point de vue financier et moins justement on a des chances de voir des enfants aller à l'école. Les bons citoyens de demain et d'ailleurs pour avoir les citoyens modèles de demain, l'État a besoin de les faire former et je pense que en dépensant le maximum d'argent pour former les citoyens, l'État gagne ensuite en ayant des citoyens qui produisent énormément. Le social, c'est aussi les mécanismes mis en place pour prendre en compte ceux qui n'ont pas forcément de grands moyens pour exister dans la société et surtout avoir accès aux différents services sociaux communautaires de base. La question, on a parlé du chômage, mais ceux qui n'ont pas été à l'école, qui n'ont pas pu faire quelque chose, apprendre quelque chose dans les circuits de formation formels, comment est-ce qu'il faut les intégrer, les prendre en compte de sorte à ce qu'on n'ait pas l'impression d'une société à double vitesse où ceux qui sont allés à l'école ont beaucoup plus de chances de gagner leur vie et ceux qui peut-être n'ont pas eu la chance d'y aller pour une raison ou pour une autre sont laissés pour compte. C'est un sujet fondamental. Oui, les inégalités sociales sont à bannir, à gommer progressivement. Et c'est pour ça que à un moment, j'ai été personnellement très heureux de constater que Patrice Talon avait pris à cœur de régler le problème de cette couche-là en créant la mutuelle de santé qui permet de soigner n'importe quel citoyen. À prendre depuis, parce que ça fait une dizaine d'années qu'on nous a promis ça. On en parle, ce n'est jamais encore mis en œuvre véritablement. Ça fait partie des projets qui doivent aller jusqu'à terme pour permettre à beaucoup de citoyens qui ne sont pas pris en compte par l'administration lorsqu'ils sont malades, de pouvoir aussi bénéficier un peu des avantages de l'État. Et ça doit s'étendre encore davantage à tous les citoyens qui se voient frappés par une maladie chronique. Il y a très peu de citoyens qui arrivent à faire face à des maladies chroniques, étant donné le faible pouvoir d'achat que nous avons. Et il est du devoir de l'État de travailler à faire en sorte que nos compatriotes qui arrivent à être malheureusement affectés par des maladies chroniques assez graves puissent être entièrement pris en charge par l'État, parce que ça fait partie des devoirs constitutionnels que l'État
a aussi. Donc, on ne peut pas faire abstraction de ça en disant on n'a pas encore les moyens, on peut différer ça en attendant. On peut aussi avoir aujourd'hui déjà une politique qui nous permet d'aller progressivement, parce que nous savons tous aujourd'hui que ce n'est pas facile pour l'État non plus de s'engager à fond. C'est ce que j'allais dire. Il y a tellement de priorités et d'urgences qu'il faut se demander si on s'en sort à la fin. Oui, mais nous devons quand même, de façon progressive, montrer que, bon, il n'y en a pas encore suffisamment, mais on commence quelque part. Hein. C'est ne pas commencer quelque part qui donne l'impression aux citoyens qu'en réalité, l'État les a oubliés complètement. On va changer de volet, on va parler de santé, voir un peu, je dois dire, ce qui se fait, ou ce qui s'est fait actuellement et qu'est-ce qui pourrait se faire sur les 7 prochaines années, quand on aura fini d'élire le prochain président. J'ai remarqué, je peux peut-être me tromper, que la priorité a été surtout, en tout cas pour ce gouvernement, de mettre en place les infrastructures. On n'en a pas eu beaucoup, hein, mais on en a quand même construit quelques-unes, on en a restauré quelques-unes aussi, mais cela ne suffit pas pour aider le citoyen au plus bas de l'échelle à accéder aux soins. Non, on va dire qu'il reste pratiquement tout à faire de ce point de vue-là, parce qu'il y a des citoyens qui doivent parcourir des dizaines de kilomètres pour se faire soigner du paludisme. Oui. Et ça, c'est une assez grosse anomalie, parce que c'est une injustice sociale criante qu'il faut progressivement aussi gommer. Je pense, quand j'ai écouté le candidat Romuald Wadagni présenter son projet de société, il y a un point qu'il a abordé qui avait un peu fait partie des points que nous avions nous-mêmes abordés au cours de l'émission passée, et qui concerne la pharmacopée béninoise. Et il a dit qu'il y a aujourd'hui moyen de réfléchir à faire en sorte que nos produits soient étudiés de près par rapport à leur contenu, par rapport à la posologie, par rapport au mode d'administration. Déjà, si ce projet existe, ce serait intéressant, parce que par le passé, on en avait entendu parler, presque tous les gouvernements en ont parlé, mais il n'y a jamais rien eu de concret, à part Mathieu Kérékou, qui, en revenant en 2001, a encore essayé de mettre en place quelque chose de cette nature-là, qui a fait créer des associations de tradipraticiens un peu partout, mais on n'est pas allé plus loin. Ils ont commencé même à collaborer avec des hôpitaux, mais on n'est pas allé plus loin, parce que quand un autre président est arrivé, il a considéré que bon, ça c'était pas une priorité, c'était pas important. Mais si le candidat Wada il le dit, et que je crois qu'il va le faire, parce que par le passé, tout ce que ce régime a promis, ils ont quand même essayé de faire quelque chose, je pense que ça serait une avancée significative. Et que ça pourrait peut-être nous amener déjà à soigner les personnes les plus vulnérables dans leur lieu de vie. Et parce que les produits peuvent aller dans n'importe quelle direction et permettre de soigner n'importe quel citoyen avant même que le citoyen n'aille à l'hôpital. Il peut déjà commencer par bénéficier... D'ailleurs, ça se fait hein, aujourd'hui quand la population, en tout cas pas ceux qui sont un peu plus instruits, ceux qui sont à la base, dès qu'ils ont le petit bobo, leur premier réflexe, c'est pas forcément d'aller dans un centre de santé, c'est de voir à côté, chez le babalaou ou chez, c'est pas le petit guérisseur du coin. Oui, sauf que, effectivement, on n'a pas un contrôle sur le trajet, ce qui se fait là-bas comme service. Sur la composition, oui. D'ailleurs, sur l'hygiène, sur tout ça. Et ça fait que parfois, le malade qui s'en va se soigner se fait tuer même par celui qui est supposé le soigner. Oui. Donc, si on prend ces choses-là en main, ça serait déjà une avancée importante. Pourquoi? Parce que nous avons un patrimoine culinaire qui est relié au vaudou. Nous avons beaucoup de légumes, de feuilles que nous préparons en sauce, mais ce n'est pas nous qui avons inventé ça. Ouais. Nous avons hérité de ça. Aujourd'hui, nous avons travaillé, par exemple, à faire en sorte que le baume, ou le aloma vivet, ou le crin-crin soit servi dans un hôtel 5 étoiles. Mais alors, pourquoi les boissons
ne sont pas également prises en compte. Parce que les tisanes que nos ancêtres nous ont laissées, ce n'est que de la boisson pour bien se porter quand on a fini de manger les légumes, n'est-ce pas? Donc, le Covid est arrivé, et tout le monde a dit, même en Europe, ça va être l'hécatombe en Afrique. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été l'hécatombe. Et personne ne sait nous dire avec précision pourquoi ça n'a pas été l'hécatombe. Et c'est peut-être parce que nos ancêtres nous ont habitués à manger de ces feuilles-là. Et c'est peut-être parce qu'ils nous ont habitués à manger beaucoup de piments. Parce que eux, par expérience, ils ont su qu'il y avait des virus que ça pouvait combattre. C'est peut-être parce qu'ils nous ont habitués à manger des repas extrêmement chauds. Parce que nous sommes l'un des rares peuples à manger aussi chaud. Ouais. Donc, c'est peut-être tout ça qui a fait que nous avons résisté au Covid. Il faut travailler à découvrir ces choses-là, à les approfondir, pour que ce que nous avons comme patrimoine, nous ne le laissions pas en pensant que ce que les autres inventent est toujours en avance sur ce que nous avons. La dévastation que la poussée démographique, la scolarisation et l'extraversion des conceptions a instauré, cette dévastation ne nous fait pas du bien, et beaucoup de bien. Non, mais on peut y remédier. Ah oui? Oh, on peut y remédier. Moi, je pense que si nous prenons en compte tout ce que je viens de dire là, oui, ça peut nous aider déjà nous aider à régler quelques problèmes. D'autant que, vous savez, nous avons des vaccins que nous faisons faire à tous nos enfants, dont nous ne pouvons même pas jurer de la pertinence et de l'importance de la composition chimique. Bon, ce sont des lobbies qui créent leur affaire et qui nous l'imposent en disant c'est bon pour vous. Et si vous ne les prenez pas, ça peut constituer un problème déjà dans la gouvernance parce qu'on dit tel gouvernement n'est pas responsable, n'est pas... Bon, donc vous êtes obligé de prendre ça. Oui. Et alors que nous avons, nous autres aussi, dans notre patrimoine, des produits que nous pouvons essayer d'améliorer, dont nous pouvons avoir le parfait contrôle pour assurer la santé de nos citoyens. Je disais ici, un jour sur cette émission, que en Algérie, j'ai été surpris d'apprendre un jour que dans une maison, il y avait un manguier, mais que les habitants de la maison ne pouvaient pas toucher au manguier. Ah oui. Ils ne pouvaient pas toucher aux fruits. Tout simplement parce que dans la politique nationale de santé, il a été instauré une loi qui interdit aux citoyens de goûter à un fruit dont on n'a pas certifié la qualité. Donc, il faut qu'un agent sanitaire passe dans votre maison et vous dise que votre manguier là, vous pouvez en consommer les fruits. Pourquoi? Parce que si jamais vous avez un problème, il est de la responsabilité de l'État de vous prendre en charge et d'assurer votre santé. Donc, l'État anticipe en disant tout ce que le citoyen mange, nous autres, nous devons nous en assurer de la qualité. C'est pour ça que nous pouvons, nous aussi, trouver le moyen d'anticiper pas mal de maladies à partir du patrimoine que nous avons. Il y a des connaisseurs, il y a des chercheurs qui, à mon sens, ont déjà réuni pas mal d'éléments pour nous permettre, tout au moins, d'avoir une base de travail. Alors, comment on organise ça? Est-ce que les tradipraticiens, comme on les appelle, ou les détenteurs de secrets, etc., ceux qui l'ont eu auprès des grands-pères et des grands-mères, on les organise en association et puis on leur donne un certificat afin qu'ils soient... Ces associations existent déjà. Oui, je le sais très bien, mais ils ont de la peine justement à faire valider leur processus de soins par, je dois dire, mettons le cadre officiel et normal. D'ailleurs, même il y a un combat violent que ceux qui sont du cadre officiel leur livrent quotidiennement. Alors, faut-il justement les isoler, leur faire une certification pour que celui qui va ce soir là-bas sache qu'il se livre à des mains qui s'y connaissent véritablement, ou faut-il les mettre vraiment en connexion avec les médecins qui ont été formés dans les centres de formation modernes ou ce que vous savez, ou bien faut-il carrément amener plutôt ceux qui ont été formés dans nos écoles de médecine à aller se reconvertir ou aller faire une formation hybride auprès de ces acteurs traditionnalistes-là? Qu'est-ce qu'il faut faire comme politique pour que cela soit vraiment efficient et efficace? Bon, je pense que nous avons assez de penseurs dans ce pays qui sont en mesure de réfléchir à la situation et de trouver la meilleure formule. À mon sens,
il faut donner une formation complémentaire à celui qui sort d'une école de médecine. Et il faut absolument que le médecin soit en mesure... C'est lui qui s'adapte. Oui, parce qu'il est dans un milieu, il faut bien qu'il s'adapte au milieu dans lequel il se trouve. Moi, je connais un médecin à Porto-Novo, vers qui il y a une très grosse affluence de femmes, un gynécologue, mais qui a une très grosse affluence parce que, au-delà de la médecine classique occidentale, il a une parfaite maîtrise de l'utilisation de nos plantes. Et il obtient des résultats spectaculaires. Et donc, les gens se ruent là-bas. Vous voyez? C'est quoi? Il n'envoie plus ses patients prendre les médicaments dans les pharmacies? C'est lui-même qui les fabrique? Comment il fait? Il vous prescrit des tisanes. Ok. Et vous prescrit des tisanes. Oui, vous prescrit des tisanes. Et quand vous prenez ces tisanes-là, parfois les problèmes de fécondité qui sont amenés dans des hôpitaux, qui nécessitent des millions et des millions de dépenses, sont réglés en quelques mois avec 2 ou 3 tisanes que vous buvez. Donc, les gens affluent pour la simple raison que les problèmes que la médecine occidentale règle de la manière dont nous connaissons sont réglables aussi de la manière traditionnelle et parfois à peu de frais et en un temps record. Il faut juste que nous essayions de prendre en compte toutes ces données-là et qu'on les ajoute à ce que, on nous enseigne dans les écoles classiques de médecine. Il faut avoir des médecins hybrides, comme vous dites, qui soient aussi à l'aise avec les produits occidentaux qu'avec les Est-ce qu'ils n'en ont pas suffisamment déjà à faire? Mais encore une fois, il faut une grande volonté politique parce que quand même, je me souviens que nous avons un compatriote qui avait découvert un produit sur le paludisme qui à ce jour vend ses produits à la pharmacie, qui à ce jour exporte ses produits dans des pays où on les consomme encore plus que chez nous, mais il n'y a jamais eu, par exemple, une volonté politique pour qu'on dise, à partir de ça, on va vers d'autres affections. Effectivement, ou qu'on essaye de perfectionner ce produit pour que cesse enfin l'importation de tous ces nombreux produits que nous achetons cher pour le paludisme. Mais, encore une fois, il faut pouvoir affronter les lobbies. Il y a un gros défi, notamment dans le secteur de la santé, et le gouvernement le régime de Patrice Talon a commencé à y faire face. Le défi de l'assainissement, avec notamment des cabinets ça et là qui s'ouvrent, etc., et qui malheureusement vendent la mort au quotidien. J'ai l'impression que, au-delà même d'un défi, j'avoue que c'est un gros casse-tête. Hein. Et je crois que c'est très heureux que nous ayons pu constater que le gouvernement, à un moment, avait pris ce problème à le corps et avait décidé vraiment de fermer les cabinets fantômes. Ouais. Mais malheureusement, il y en a encore. Il y en a toujours parce que les services de contrôle ne peuvent pas tous les jours être sur le terrain. Oui, donc il suffit qu'on les laisse un mois. Il y en a toujours un ou deux qui apparaissent et qui commencent par administrer des soins de façon indue. C'est très dangereux pour la santé du citoyen et je crois que l'État doit créer une véritable police pour mettre un terme définitif à ce genre d'initiative en condamnant lourdement toutes les personnes qui contreviennent aux dispositions qui leur interdisent de le faire. La question de la formation aussi. C'est vrai que le Bénin est présenté comme le pays où les acteurs du monde de la santé sont formés assez bien. D'ailleurs, même, on a une fuite de cerveau à la limite hémorragique dans les rangs de ces acteurs-là. Il faut trouver quand même un moyen aussi d'y faire face. Et quand on n'a pas réglé la question des conditions de travail, on ne peut pas demander aux gens de rester sur place. Vous avez raison sur ce point-là aussi, parce que il y a plus de médecins béninois à l'étranger qu'il y en a dans le pays, oui. Parce que les conditions de travail ne sont pas très, très incitatives. C'est par une volonté politique que l'État devra faire en sorte de payer au juste prix les personnes qui s'occupent de notre santé. Et par exemple, je ne conçois pas que quelqu'un qui a fait médecine, qui vient s'occuper de ses compatriotes après 7 ou 8 années d'études, en soit gagner moins d'argent
que quelqu'un qui n'a que le bac et qui se retrouve à l'Assemblée nationale. Moi, je trouve cette disparité-là un peu criante et je pense qu'il faut retirer un peu d'argent du monde politique pour traiter un peu mieux les personnes qui méritent d'avoir un salaire conséquent. Un médecin doit gagner un salaire conséquent. Et nous en avons les moyens puisque nous les déportons en politique. Et nous pouvons les retirer de là-bas et faire en sorte que les vrais professionnels qui vivent de leur art puissent vivre de leur art, de manière à ce que un médecin soit à l'aise par ce qu'il gagne et qui ne l'oblige plus à continuer de tricher en allant jongler dans des cliniques pour arrondir les fins de mois. Parce que même avec l'interdiction que l'État leur a faite de ne plus aller en clinique lorsqu'ils sont... Il y en a qui trouvent toujours, toujours le moyen d'y aller parce qu'il faut arrondir les fins de mois. Vous voyez, donc il faut trouver le moyen de faire en sorte que certaines personnes qui dans la société méritent d'être traitées convenablement le soient et que, bon, même si en politique on ne gagne plus autant d'argent, que quand même tout le monde soit à un niveau pratiquement égal de traitement, ce qui éviterait que nous ayons des professionnels compétents et chevronnés qui migrent vers la politique parce que juste c'est là-bas qu'il y a le mieux-être. Ouais. C'est là-bas qu'on gagne beaucoup plus d'argent. On n'a pas parlé de la question de l'équipement, notamment de nos hôpitaux. C'est vrai que le régime Talon se vante d'avoir créé le CHIC. On se promet aussi d'ailleurs le CHIP pour les prochaines années, mais il faudrait qu'en plus justement du cadre infrastructurel, il faudrait quand même l'équipement qui accompagne et surtout que le coût pour ces soins soit accessible aux petits en griffe, aux petits béninois. Effectivement. Mais je pense que le gouvernement ne fait pas que se vanter du chic et du CHIP. Il y a beaucoup d'autres centres de santé absolument, qui ont été restructurés, dont les plateaux techniques ont été complètement revus. Mais encore une fois, si nous voulons que l'accès aux soins de santé soit totalement accessible à n'importe qui, il faut que nous offrons des services à moindre coût. Et ces services-là ne peuvent s'offrir qu'à partir des remèdes que nous-mêmes, nous pouvons proposer. Si le produit pour faire la radiologie coûte un certain montant, quoi que vous fassiez, vous êtes obligé quand même de payer un montant conséquent. Par contre, si vous n'êtes pas obligé d'aller faire la radio parce que votre mal a été guéri en buvant 2 ou 3 tisanes, vous avez un soulagement. Donc c'est le résultat qui compte, ce n'est pas forcément qu'il faut aller fermer les hôpitaux et commencer par dire qu'il faut que tout le monde prenne la tisane, mais en combinant, je pense que nous pouvons aussi réduire considérablement le coût des frais de santé. J'ai jeté un coup d'œil sur nos plateformes numériques. Il y a eu quelques réactions, quelques propositions concernant surtout le domaine de la santé. Cette affaire de considération donc des valeurs que nous avions héritées de nos ancêtres pour soigner les maux et les maladies. C'est des propositions notamment d'acteurs intervenant sur nos plateformes et qui sont revenus régulièrement là-dessus. Parce que c'est une préoccupation pour tous les citoyens, parce que nous avons de plus en plus conscience que quand même, il n'y a pas que des mauvaises choses dans ce que nous avons vu. Il y a quelqu'un qui a quand même fait remarquer que le recours justement à ces valeurs traditionnelles, etc., est difficile pour certains parce que, et vous l'aviez évoqué tout à l'heure, c'est rattaché à une religion, c'est rattaché à des comportements spirituels, c'est rattaché à des choses dont ils se sont éloignés avec justement la colonisation et ses conséquences sur ces années-là. Et quelque part, on peut leur donner raison parce que s'il faut peut-être jeter les coris pour comprendre pourquoi est-ce que vous aviez mal dormi hier avant que le Bokono vous dise quelle tisane ou quelle tisane ne pas prendre, ça va éloigner certains. Oui, bon, c'est une question de foi et de choix. Et je pense qu'il appartient à chacun, au regard de l'expérience que nous allons vivre, en faisant en sorte que les gens soient soulagés de leurs maux à moindre coût et sans protocole. Il appartient à chacun de choisir, de continuer de rester malade ou d'aller se faire soigner. Bon. Comme disent les chrétiens et autres
croyants de religion importée, c'est Dieu qui soigne. On va laisser chacun faire confiance à son Dieu. Non, c'est l'homme qui soigne et Dieu guérit. Et Dieu guérit. Voilà, Bon. c'est ça qu'ils disent. Vous êtes plus... Si, c'est ça. Parce que je suis quand même un chrétien catholique, je sais de quoi En il plus. s'agit quand on dit, oui, c'est l'homme qui soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Voilà. Alessé Kalosuke, merci. C'est moi qui vous remercie. Je promets que jeudi prochain, on va pouvoir mettre sur la table les deux projets de société des deux candidats ou des deux duos de candidats pour la présidentielle prochaine, mettre sur la table donc leurs différentes propositions, notamment sur le plan politique, économique, et culturel et social, afin de voir quelles sont les idées qu'ils nous proposent pour justement les 7 prochaines années. On va analyser les pertinences, les faisabilités, et vous aider certainement à faire votre choix le 12 avril prochain. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Je voudrais vraiment adresser un sincère merci à tous ceux qui se prononcent sur nos sujets, notamment sur nos plateformes Canal 3 Bénin. Merci surtout pour cette fidélité renouvelée. Prenez soin de vous. Rendez-vous jeudi prochain. Et d'ici à là, surtout, n'oubliez pas de garder votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin.